blogs sur lesquels je fais de la vulgarisation scientifique, mais axée sciences naturelles et sciences naturelles plutôt insolites, donc la vie secrète et intime parfois des animaux, ou ce genre de choses un peu bizarres, un peu tout ce qui est bizarre, les animaux moches, les animaux qui ont des comportements un peu étranges. Donc c'est vraiment sous la loupe voilà, d'une science un peu insolite. D'accord. Et j'ai vu notamment que tu as fait des vidéos sur ta chaîne, donc Marie de la boîte à curiosité. Tu as fait des vidéos sur les tardigrades, tu as fait des vidéos sur Alors, les blobs, cette chose c'est assez étrange dont on entend parler souvent. Et sur d'autres choses, tu as fait aussi des vidéos sur les comportements des animaux, je crois. J'ai vu des choses comme ça. Et surtout, tu n'es pas dans cet accoutrement quand tu fais tes vidéos. Non, moi, bah, du coup, sur la chaîne, ce que j'aime beaucoup, et comme je viens à la base d'un milieu aussi artistique, j'aime bien parler de science au travers de créativité. Donc, je fabrique des costumes, des maquettes un peu folles pour avoir un deuxième langage, en plus de la vulgarisation parlée, on va dire, d'ajouter un langage visuel Hmm. et rigolo. Et c'est très très important le côté ludique. Moi, je suis aussi autrice de jeux de société et c'est vrai que dans mon travail, j'apporte tous mes collègues. Eh, tu voudrais pas rajouter un peu de jeu là-dedans pour que ça se passe. Effectivement, c'est quelque chose qui marche très bien. Ça permet, j'imagine que tu as dû te rendre compte toi aussi, contourner des blocages, des gens notamment qui ont peur peut-être des Complètement. tableaux ou des calculs, ce genre de Ouais, choses. complètement. Par contre, j'arriverai pas à faire le clown comme tu fais, mais écoute, tant mieux. Est-ce qu'il y en a des gens qui sont arrivés depuis tout à l'heure Jojo6375, tu étais déjà là. Anne Bod, bienvenue Anne Bod, Anne Bod, bienvenue, ça fait un moment que je t'avais pas vu aussi, depuis le dernier confinement. Et on a du coup Minus 69 AV qui est là, c'est Adrien, un de mes collègues du Planétarium, qui est là avec sa petite épée qui veut dire Ouais. modérateur. Et donc si vous dites des bêtises méchantes, eh bien il va vous donner un coup d'épée. Et donc évitez, comme d'habitude, Twitch n'aime pas qu'on mette des liens dans le chat, Twitch n'aime pas qu'on mette tout en caps lock, puisque ça fait énerver et c'est pas bien. Voilà. Restez donc cordial, et posez vos questions autant que vous voulez dans le chat sur nos métiers respectifs et sur le sujet du jour qui est les petites bébêtes qui vivent dans des environnements qui pour nous seraient létaux, hein, tout simplement, à plus ou moins long terme. Et pour agrémenter tout ça, pas taper, mais non, mais ça va, Jojo, t'inquiète pas, tu n'as pas fait de bêtises. Pour agrémenter tout ça, on va voyager un petit peu dans le système solaire et on va aller voir s'il n'y a pas des planètes déjà qui sont un petit peu hostiles à la vie, et on va voir s'il n'y aurait pas des choses sur Terre qui pourraient peut-être y survivre. Alors, juste, Marie, ton micro, enfin ton son est un peu fort, ce qui fait que je m'entends dans le retour. Tu baisses un peu Ah, ton mon son son. est un peu fort. Ok. Ouais, voilà. Là, c'est mieux. Oula, oula, oula. Attends, c'est une Tu vidéo, m'entends c'est pas correctement? exprès. Oui, Euh, c'est Twitch qui s'est. Là, ça a l'air Désolée. pas mal. Ça a l'air mieux. Ok. Par exemple, si... Bah écoute, tu verras ça avec Adrien, mais c'est Adrien qui décidera. Ne vous titillez pas non plus trop entre vous. Alors, je vais juste revenir à la photo initiale qui était... Désolé, ça va un peu vite. Non, mais je voulais une planète. Voilà. Je te propose qu'on commence par celle-là, qu'on connaît bien, qui n'est pas vraiment une planète, et qui est la Lune. Oui. Pourquoi la Lune? Alors, la Lune, c'est un monde assez inhospitalier. Il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. La Lune, elle est entre 357 000 et 406 000 km de la Terre. On y va en 3 jours, grosso modo. Elle tourne aussi vite sur la Terre, autour de la Terre que sur elle-même en 27 jours et quelques. On y est à peu près 4-5 fois plus léger que sur la Terre, donc vous pouvez faire des très grands bonds. Alors plus léger en termes de poids, pas en termes de masse, attention. Votre poids est plus petit sur la Lune, mais votre masse reste la même. Si vous voulez perdre 30 kg sur la Lune, il faut vous couper les 2 bras et les 2 jambes. Mais sinon, voilà, votre masse ne changera pas. Et il y fait très chaud. Au minimum, moins 233 degrés du côté nuit, et au maximum 123 degrés du côté jour. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'y a pas l'atmosphère, comme sur la Terre, qui permet, avec les vents, de répartir la chaleur entre les deux côtés jour et nuit. D'autant plus que, eh bien, elle reste longtemps exposée d'un côté et de l'autre, puisqu'elle met 27 jours à faire le tour de la Terre et à tourner sur elle-même.
pression atmosphérique, 10 puissance moins 10 pascal, c'est-à-dire 100 000 fois moins que ce qu'on a sur Terre, donc quasiment rien en fait. Il doit y avoir peut-être un petit peu d'hydrogène qui se balade comme ça, un petit peu de poussière lunaire aussi. Et pourquoi je vous parle de la Lune? Eh bien parce qu'il est arrivé quelque chose d'assez étonnant il y a quelques temps. Alors je vais vous retrouver la date exacte. Si je tape ceci, j'ai pas la date sous les yeux, je vais vous la donner. Il s'est passé un événement qui arrive souvent en astronautique, c'est que l'espace c'est dur, et il y a une sonde israélienne qui s'est crashée dessus en avril 2018, si je ne me trompe pas. La sonde israélienne Bereshit, qui transportait à son bord un équipage de tardigrades dans un récipient. Le but était de les étudier sur la Lune, mais la sonde s'est crashée sur la Lune, et les tardigrades, du coup, se sont échappés. Alors, est-ce que les tardigrades gambadent sur la Lune? Est-ce que, Marie, tu pourrais nous dire si un tardigrade pourrait comme ça gambader sur la Lune tranquillement? Puisque tu connais un peu ces petits animaux, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bah le tardigrade, c'est un peu mon chouchou. Je l'aime beaucoup parce qu'il est plein de mystères et il est plein de capacités complètement insolites. Et j'en avais fait une vidéo. Et déjà, je voulais faire une petite précision. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'une espèce extrémophile, vu que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Tout simplement, un organisme extrémophile, c'est un organisme qui est capable d'avoir des conditions de vie normales dans des conditions pour nous qui seraient mortelles ou pour la plupart des organismes. Et c'est sûr que sur la Lune, nous, ça serait un peu compliqué d'y survivre. Et du coup, le tardigrade, on l'aime bien parce qu'il a une bouille un peu bizarre comme on voit sur la photo. En Angleterre, on l'appelle water bear, l'ourson d'eau. Il a vraiment une petite bouille rondouillette avec son stylet au milieu de sa tête. Et il a un aspect très sympathique. Et du coup, le tardigrade, il est capable de se mettre dans un état de vie ralenti, qui s'appelle entre autres la cryptobiose, mais dans d'autres états aussi. Et en fait, il se dessèche complètement et ça va lui permettre de résister à des températures extrêmes, par exemple, moins 273 degrés ou plus 150 degrés. Est-ce qu'on est bon là du coup? Moins 233 degrés. On est pas mal. On est pas mal. Mais avec cette histoire de sonde, et c'est ce que je me suis posé comme question, c'est-à-dire qu'une fois que le tardigrade, et je sais que les tardigrades qui avaient été envoyés dans cette sonde avaient été envoyés donc, dans un état de dissécation. Le problème, c'est que pour qu'ils en sortent de cet état, il faut qu'ils soient réhydratés. Donc, en fait, ils sont à l'état endormis sur la Lune, et potentiellement, ils pourraient rester comme ça, je pense, mais il faudrait quand même, pour qu'ils repartent en mode actif, qu'ils soient réhydratés. Donc, on peut dire qu'il y a des tardigrades endormis sur la Lune, je pense. Et on a justement la question de Jojo6375 qui demande: est-ce qu'on peut dire qu'il y a plus de tardigrades qui ont marché sur la Lune que d'hommes? En fait, oui et non, puisqu'il y a plus de tardigrades sur la Lune que d'hommes, puisqu'il y en a eu quelques milliers qui ont été déposés par cette sonde. Par contre, ils ne marchent pas sur la Lune. Ouais, ils dorment. Il y a donc plus de tardigrades qui ont dormi sur la Lune que d'êtres humains. On va dire ça. Voilà. Mais après, je sais pas s'ils sont capables de rester, parce que je sais qu'il y a des tardigrades qui sont restés, on parle quand même de dizaines, voire centaines d'années dans des états comme ça, donc je sais pas si sur la Lune, ils pourraient résister, même en dissécation, survivre comme ça, mais je pense que c'est une possibilité. Bah après, il y a aussi les radiations sur la Lune. Est-ce que le tardigrade résiste aux radiations? Oui, rayons X, grosse résistance aux radiations, ouais. 100 millions de dollars pour une sieste sur la Lune. C'est ça, tout à fait, Adrien. Voilà, c'est bien résumé. Mais pour 1000 personnes à la fois, quand même. C'est plus rentable, parce qu'envoyer 1000 humains sur la Lune comme ça, c'est beaucoup plus cher. Ouais. Effectivement, alors sur la Lune, tu vas avoir des radiations, tu vas avoir effectivement des rayons X qui peuvent venir du Soleil. Mais c'est pas le plus gros problème, c'est surtout les particules alpha, donc des petits noyaux d'hélium qui viennent du vent solaire, des éruptions solaires donc qui envoient dans l'espace. Et ça, par contre, ça peut faire assez mal, parce que ça va très très vite. Ça ne traverse pas la matière sur une grande distance, mais bon, j'imagine que si on s'en prend plein dans la figure, c'est pas terrible. D'ailleurs, est-ce que vous savez quel est le métier qui est le plus dangereux en termes de radiation nucléaire, en termes de radioactivité? Vous diriez qui, comme ça, dans le chat? Tu peux jouer aussi, Marie, si tu veux. Là, je réfléchis. Qu'est-ce qui prend le plus cher, en fait? Pilote de ligne, c'est pas mal du tout, effectivement. Ah ouais? Ouais, tout à fait.
On pourrait penser que c'est les gens qui travaillent dans les, Bah oui, dans les voilà, centrales dans ou les centrales. Bah, dans les après, centrales, ils sont protégés en fait. Ils ont des combinaisons, ils ont un dosimètre qui fait qu'ils vérifient tous les jours s'ils n'ont pas dépassé. Et normalement, ils n'ont accès qu'à ce qui relève de leur fonction. Ils vont pas toucher à pleine main, manger de l'uranium. Voilà, ça c'est assez protégé, sauf accident bien sûr. oui. Plus embêtant, c'est ceux qui vont aller miner dans les mines d'uranium. On sait comment ça se passe, hein, malheureusement. Les matières premières, les terres rares, c'est pas toujours fait dans de bonnes conditions. Et puis il y a aussi bien sûr les liquidateurs, par exemple à Tchernobyl, qui sont allés nettoyer sur place et on a retrouvé dans des caves tous leurs vêtements épars. Ces ceux-là, ils n'ont pas survécu longtemps. Il y a une personne, alors qui a mis sa tête dans un accélérateur de particules au mauvais moment, une fois, il paraît, il a eu des problèmes. Voilà. Bon, mais sinon, après, effectivement, plus on est haut dans l'atmosphère, moins l'atmosphère nous protège des particules venant de l'espace. Elles sont en majeure partie déviées par la magnétosphère de la Terre, qui entoure la Terre, parce qu'elles sont chargées. Ça fait par exemple des aurores boréales au pôle, puisque les particules sont guidées vers les trous magnétiques des pôles, mais il nous passe une partie dans l'atmosphère, et ensuite dans l'atmosphère, il y a des réactions en chaîne qui les cassent en petits morceaux, ça fait des avalanches comme ça de particules, et plus on est haut, moins c'est... Enfin, pire c'est. Et forcément, si on est pilote de ligne ou hôtesse de l'air et qu'on passe sa vie à 10 000 mètres d'altitude, eh bien, ça peut être embêtant à la longue, c'est la dose qui compte, mais aussi la durée. Et j'ai vu quelqu'un qui dit astronaute, Méliluge, tout à fait. Les astronautes, eux, sont carrément en dehors de l'atmosphère, ils sont encore protégés par la magnétosphère, mais du coup, ils s'en prennent plus que nous. Alors, ne parlons même pas de ceux qui vont aller sur Mars, puisque bah, là, du coup, pendant tout le voyage, Ouais. pendant 6 mois, ça va être costaud. Alors, on pense à mettre des grandes piscines autour du vaisseau, par exemple, pour atténuer un petit peu, pour arrêter un petit peu les particules, ce genre de choses, mais c'est pas si facile. Et enfin, eh bien, ceux qui s'en prennent le plus, c'est pas un métier, c'est une activité pas très bonne pour la santé, c'est les fumeurs. Parce qu'il y a du plutonium dans les cigarettes, voilà. C'est quoi du plutonium? Le plutonium, c'est un atome radioactif donc, qui émet régulièrement des petits noyaux d'hélium en se cassant, et Ah! des petits photons de lumière gamma, donc plus encore plus énergétiques que les rayons X, et puis des petits électrons à grande vitesse, voilà. Donc si vous voyez un bout d'uranium sur la table, c'est pas très grave. Ce qu'il faut, c'est surtout ne pas l'avaler, voilà. Puisque si vous prenez quelques électrons comme ça en passant à côté, ça va. Mais si vous le gardez dans votre corps, comme vous le digérez pas, bah là par contre, c'est un peu soirée disco dans l'estomac. Du polonium, tout à fait, du polonium, Yannis Vidéo, merci. Du polonium dans le Polonium. cœur, c'est vrai, tout à fait. Et on a Adrien qui nous donne des infos sur le champ magnétique terrestre. Voilà. Est-ce que ça a un nom, les bestioles qui résistent aux radiations? Alors, ça a un nom. Les Parce que je sais que... radiations que je me souvienne. Attends. Vas-y. Est-ce que celui-là, il a un nom? Je ne sais plus. Ah si, Radio-résistant, non? radio-résistant. Radio-résistant, tout C'est simplement. ce que tu m'as mis dans ta liste, en tout cas. Radio-résistant. Voilà, c'est les radiations élevées. D'ailleurs, je sais pas ce que ça donne à Tchernobyl, les animaux qui vivent encore là-bas, s'ils sont... Bah oui, et pourtant, Ils survivent, hein. ce que j'ai beaucoup lu, ouais, c'est que maintenant, c'est carrément une réserve naturelle qui s'est reconstruite vraiment autour du site. Et il y a énormément d'animaux maintenant. Il y a je crois, enfin, ouais, pas des loups, je sais plus. Bon, déjà, il y a beaucoup de chiens. Oui, des chiens qui Mais, se sont... mais je crois il y a des espèces assez folles qui ont commencé à se développer. Il y a beaucoup d'insectes, il y a beaucoup d'animaux à Tchernobyl, en fait. Et il y a des documentaires qui ont été faits là-dessus et c'est une vraie réserve naturelle maintenant. Mais il faut savoir qu'ils ont enlevé aussi une partie de la Terre qui était à la surface, qui était radioactive. Ah oui. J'avais vu ça dans une vidéo de Veritasium, je crois, ou d'Artipélogie, je me souviens plus. Mais en tout cas, ils avaient quand même assaini pas mal de choses. Mais, enfin, justement, les liquidateurs, ils s'en sont pris plein la figure, mais c'est grâce à eux que le site est moins pire que ce que ça pourrait être. Ouais. Je te propose qu'on change de planète et qu'on aille voir Allez. d'autres conditions. Je joue la carte... Mercure. Alors Mercure, ça ressemble un peu à la Lune, donc il y a aussi des cratères hein, sur Mercure, des cratères de météorites, comme vous voyez sur l'image. Plus il y en a, plus c'est vieux, puisque s'il y a beaucoup de cratères, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont tombées, donc beaucoup de temps s'est passé. Et si vous voyez qu'une surface est toute lisse, ça veut dire qu'elle a été modifiée récemment, et donc il y a une activité géologique quelconque qui efface les cratères, comme les océans qui aplanissent le fond des océans, l'érosion des montagnes, etc. Donc, on peut déjà deviner que sur Mercure, il n'y a pas d'atmosphère, ou très peu.
en général, sur ce genre de monde, il n'y a pas une atmosphère, on n'appelle pas ça une atmosphère, mais plutôt une exosphère. C'est en fait des phénomènes saisonniers qui vont évaporer certaines roches et les recondenser au fur et à mesure. Ou des particules de poussière, comme sur la Lune, qui pourraient être en suspension après un impact, ce genre de choses. Alors, comment est-ce que Mercure est invivable? Parce que j'imagine que vous vous doutez bien que Mercure est invivable. Déjà, Mercure tourne en 88 jours autour du Soleil, c'est-à-dire qu'elle est très proche de lui. Ah oui. Ouais, c'est à peu près un tiers de la distance qui nous sépare de la Terre au Soleil, qui est de 150 millions de kilomètres. La gravité, elle est 3 fois moins grande que sur la Terre. En fait, on est un peu plus lourd sur Mercure que sur la Lune, puisque Mercure est constitué essentiellement de métaux. C'était le matériau qui était le plus disponible près du Soleil quand les mondes se sont formés. Et en plus, on pense qu'un impact avec une autre protoplanète lui aurait arraché son manteau. Donc Mercure, c'est un enfer de métal où il fait entre moins 183 et 427 degrés. Donc on commence à carboniser les pizzas, là. C'est plus trop c'est plus trop ça. Alors du coup, est-ce que tu connais des animaux qui résistent grandement à la chaleur, à part les tardigrades? Et d'ailleurs, du coup, comment ça s'appelle, un animal qui résiste à la chaleur? Un animal qui résiste à la chaleur, ça s'appelle un hyperthermophile. Hyperthermophile, c'est ça, ouais. Et des hyperthermophiles, il y en a, je suis en train de regarder. J'étais en train de regarder aussi, il y a des organismes qu'on appelle aussi métatolérants et qui tolèrent les hautes concentrations de métaux. D'accord. Bon là, du coup, ils baigneraient pas dedans, mais on peut imaginer qu'effectivement, sur Terre, il y a des endroits où il y a beaucoup de métaux. Dilués dans l'eau, j'imagine. C'est ça, et si on devait... tu m'as dit un qui résiste à la chaleur. Parce que là, on commence à être chaud, là, comparé à la Lune, ça commence à 200 degrés de plus, donc ça commence à faire chaud. On a le ver de Pompéi. Oui, effectivement. Alors lui, c'est un animal, par contre, c'est un animal, comme le tardigrade, c'est un animal invertébré. Et c'est l'animal qui est connu pour être le plus résistant à la chaleur. Alors, il vit, c'est une espèce d'annélide polychète qu'on rencontre près des cheminées hydrothermales dans l'océan Pacifique. Les cheminées hydrothermales, voilà. Ouais. Je pense que c'est ça. Alors, la bonbonne à côté, ce n'est pas un animal, hein. Oui, je me suis demandé ce que c'était sur ta photo. Mais oui, donc 2500 mètres de profondeur et du coup, il a été découvert en 1979 par des chercheurs français. Et donc, le ver de Pompéi, il a une thermotolérance qui va jusqu'à 80 degrés chez l'adulte, ce qui est carrément juste assez trop fou pour un animal. Ouais, mais pas assez pour Mercure. Voilà. Mais par contre, après, c'est vrai que chez les espèces extrémophiles, il y a beaucoup de micro-organismes, mais on a une poignée d'animaux et on a une poignée d'animaux invertébrés et un aussi qui est vertébré. C'est vrai que quand on se dit espèce extrémophile, souvent on se dit, bon, bah, il y a beaucoup d'organismes unicellulaires, ok. Mais non, il y a aussi des animaux et le ver de Pompéi, niveau record, c'est quand même pas mal 80 degrés, quoi. C'est l'air d'être un ver qui est fixe sur son caillou d'ailleurs, ça n'a pas l'air d'être un animal mobile, un peu comme les anémones, j'ai l'impression, ou ce genre de choses. Il est assez joli, enfin, il est tout poilu, mais il est finalement, je le trouve assez joli d'un côté. Pour parler des animaux, on a Christine Astronomer qui nous demande, est-ce que les scorpions résistent aux radiations nucléaires? Est-ce que tu as entendu ça quelque part, Christine? Parce que moi, ça me dit rien du tout. Tu as entendu parler de ça, toi, Marie? Bah, il y a plein d'infos qui parlent des scorpions, souvent on parle des animaux qui résisteraient à l'apocalypse. En fait, souvent on voit ça comme ça, on parle des cafards, etc. Et je sais que les scorpions sont dans la liste. D'accord. Il y a des scorpions qu'on a découverts aussi comme étant fluorescents aux UV récemment. Oui, mais ça, il y en a pareil. Donc, il y a des scorpions. Et là, au mois d'octobre, il y a eu une découverte sur les ornithorynques. On ne sait pas encore dans quel but ils sont fluorescents, mais ils sont fluorescents. Ils sont venimeux aussi, non? C'est ça? Oui, complètement. que les mâles et que dans certaines périodes de reproduction. Mais ils sont ultra venimeux, ouais. Christine nous dit que les scorpions résistent à 150 sieverts. Effectivement, d'accord. Donc... plus de chances que nous du côté des cancers, apparemment. Ah, c'est marrant ça, scorpion, cancer. Bref. Donc oui, alors,
Si tu veux bien, ça me fait une transition pour moi, les petits vers qui sont près des fumeurs noirs. On y reviendra aux fumeurs noirs, mais justement, je voudrais nous amener autour de la planète. J'ai pas mis les bonnes images dans le bon dossier, c'est pas grave. Où est Jupiter? Où est-ce que tu es, Jupiter? Pourquoi tu as disparu? Voilà, Jupiter. Excusez-moi pour le petit, le petit défilement rapide. Donc Jupiter, bien sûr, on va pas essayer de savoir ce qui peut vivre dans Jupiter. Vous savez que Jupiter, c'est une planète de gaz, faite principalement d'hydrogène et d'hélium, avec des nuages, je crois, d'ammoniac. Et bon, c'est que du gaz. Alors on peut imaginer des animaux qui nageraient dans le gaz de Jupiter, mais bon, ça laisse quand même le souci du sol sur lequel on pourrait développer la vie. Voilà, donc peut-être, mais ça relève encore de la science-fiction très lointaine. Donc on va plutôt s'intéresser à ces lunes qui sont pas du tout dans l'ordre. C'est très embêtant. Où es-tu? Elle a combien de lunes, Jupiter? Alors Jupiter en a plus d'une soixantaine, ça augmente régulièrement puisque on trouve d'abord les plus grosses et plus les instruments s'améliorent et plus on détecte de petites lunes. Alors le nombre exact, je peux vous le donner, ou peut-être que Adrien peut nous le donner dans le chat s'il le trouve. Adrien, du coup, si tu peux nous trouver le nombre exact de lunes de Jupiter, je ne sais pas quel est-il en ce moment. Alors, on est 41 en live. Est-ce qu'il y a une lune par personne? Au moins 82 lunes, nous dit Christine Astronomeur. Voilà, c'est ça, j'étais plus sûr du nombre. Il y a un match entre Jupiter et Saturne. Moi, récemment, j'avais le nombre de 69 pour Saturne, mais je pense que ça a augmenté aussi. Et là, je vous ai mis, du coup, une lune qui s'appelle Europa. Alors, moi, je dis Europa, c'est Europe en français, mais pour ne pas avoir de problème d'homonymie, je donne le nom anglais. J'essaie de réduire encore un peu l'image pour que vous ayez tout. Voilà. Ce qui est intéressant sur Europa, c'est qu'on voit un paysage qu'on n'avait pas vu avant. Donc ça doit être une image de Galiléo, je pense. Une sonde qui était autour de Jupiter à partir de 1997. Et avant ça, ça avait été vu par les sondes Voyager et Pioneer. Et ce qui est assez étonnant, c'est que c'est une boule de glace, en fait. On voit dessus des rayures orangées. Alors, le orangé, c'est du sel. Alors, je sais pas quel sel exactement. Il y a différentes sortes de sel, différents... Le sel, c'est deux ions ensemble, par exemple chlorure de sodium, c'est Cl- et Na+. Mais dans le sel que vous mangez, vous allez avoir de iodure de sodium, par exemple, qui est notamment nécessaire à la thyroïde, et donc c'est pour ça qu'on en rajoute dans le sel, entre autres. Si dans le sel de mer on en trouve, mais après dans le sel de thym pas forcément. Et donc ça, je sais pas ce que c'est comme sel exactement, en tout cas ça colore la surface. Et pourquoi? Eh bien, ça sort de ces fissures avec de l'eau, qui est en fait à l'état plus ou moins liquide et qui sort en cristaux de glace à la surface en déposant le sel. Pourquoi il y a des fissures? En fait, les fissures, ça fait penser à la banquise terrestre qui se déplace sur l'océan terrestre, ça se craquelle, ça se chevauche, etc. Et il en sort, du coup, ici sur Europe, de l'eau sous forme de cryovolcanisme. Donc c'est de la glace chaude, en quelque sorte, qui sort à travers de la glace froide. On appelle ça des cryovolcans. De la même manière que sur Terre, sur Terre, en fait, on a des volcans de roches chaudes qui sortent de la roche froide, en quelque sorte. C'est l'équivalent glace, en fait. D'accord. Et donc, tu vois toutes ces rayures, et on estime que sous la surface de Europe, à quelques kilomètres sous la surface, il y aurait un océan liquide qui serait là parce que Europe tournant autour de Jupiter, un côté d'Europe, ce qui fait face à Jupiter, est plus attiré par Jupiter que le côté opposé, ce qui a tendance à allonger en fait Europe comme un ballon de rugby, à l'étirer comme ça, et à le chauffer à l'intérieur, et donc la glace à l'intérieur fond jusqu'au manteau rocheux. Et on pense, et c'est là que j'y viens, c'était un peu long, désolé, que sur la surface du manteau, on a des fumeurs noirs qui seraient en train de dégager de la chaleur. Alors peut-être qu'on pourrait trouver des bestioles là-dessous, des bestioles sans lumière du coup, puisqu'avec une telle croûte de glace, c'est pas possible. Alors est-ce que tu as d'autres exemples de choses qui vivent près des fumeurs noirs sur Terre? Oui, pour le coup, il y en a une qui est assez connue. Donc là, on repart dans les micro-organismes unicellulaires, on n'est plus dans les animaux. Mais il y a un organisme qui s'appelle Pyrolobus fumari. Alors, je vais essayer de te le retrouver. On voit ça, fumari, fumeur noir, donc ça se ressemble. Et c'est une espèce qui est isolée dans des cheminées hydrothermales sous-marines. Là, on parle de 3500 mètres de profondeur. Alors, attends, c'est quelle image? C'est... Alors, je l'ai forcément. Est-ce que c'est celle-là? Il n'y a pas le titre sur la photo, malheureusement.
Ça, c'est une bactérie thermophile. Ça ressemble, il y a plein de petits filaments, il y a c'est plein de petits... Oui, bah, c'est celle-là, donc, alors. Ça a l'air d'être celle-là. Ouais, c'est ça, exactement. C'est vrai qu'il y a un petit décalage entre moi et vous. Et ça s'affiche pas toujours au bon moment. Voilà, donc la voici. Ouais. Donc la voici. Et donc on est à 3500 mètres de profondeur. Et je crois qu'à ce jour, c'est l'un des micro-organismes les plus hyperthermophiles connus parce qu'elle peut vivre et se multiplier jusqu'à 113 degrés. Ah, c'est pas mal. Et sa croissance, elle est complètement impossible si la température est inférieure à 90 degrés. Donc là, on est vraiment sur du, pareil, ultra extrême. Oui, c'est ce que nous confirme Adrien qui a cherché du coup Pyrolobus fumari. C'est ça. Et tout à l'heure, tu parlais elle ne se reproduit qu'au-dessus de 90 degrés en plus. Ouais, voilà. Elle est aussi cryophobe en fait. C'est ça. Tout à l'heure, tu parlais de sel. Oui. Il y a aussi un nom, un mot qui décrit les espèces, les organismes qui vivent dans les milieux très très salés. Ça s'appelle une espèce halophile. Voilà, c'était pour la petite info. Et d'ailleurs, petite anecdote, je crois qu'en 2010, il y a une espèce de bactérie justement halophile qui a été découverte sur l'épave du Titanic. Quand ils ont commencé à se demander quels étaient les organismes qui entraient en contact avec l'épave et qui rongeaient et la décomposaient. Et ils ont donc baptisé cette bactérie Halomonas titanicae, en hommage au Titanic. Je trouvais ça rigolo comme anecdote. Et donc ça, c'est une espèce halophile. Oui, c'est vrai j'ai cru comprendre qu'il était en moins bon état maintenant. Ah oui. Depuis un siècle, il commence à s'abîmer. Ouais, bah là, de ce que j'ai pu lire, ils estiment que c'est max 2030 et qu'après, c'est fichu. Ah, je pense pas que c'est aussi rapide. Ouais, parce que là, la décomposition, c'est super accéléré et ouais, on pêche sur 2030 et après, c'est fini. D'accord. Voilà. On a Adrien qui nous dit qu'on connaît 79 satellites autour de Jupiter officiellement, 72 officiellement numérotés et 57 ont des noms qu'on appelle vernaculaires, des noms usuels. Oui. Quoi. Les autres, c'est des numéros. Et pour Saturne, est-ce que quelqu'un a retrouvé le nombre Alloki. Non, pas Alloki. Allo, comment tu disais Allophile Allophile, pardon. Allophile. Qu'est-ce qu'on avait d'autre sur les extrémophiles? On avait des crevettes aussi autour des fumeurs noirs, comme celle-ci. Différentes espèces de crevettes. Je ne sais plus comment elle s'appelle celle-là. Albinocaris. Je crois qu'il y en a un paquet. Hein. Ouais, il y a différentes espèces. Il y a aussi des petits crabes, je ne sais pas si vous voyez en bas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi... apparemment, il doit y avoir aussi des... Alors, je sais pas, ça ressemble à des moules, mais je ne sais pas, c'était pas indiqué sur la source que j'ai regardée. Ouais. Mais il y a oui, je des crois coquillages. Il y a aussi des coquillages, tout ce genre de choses. C'est assez mystérieux de ce que j'ai vu. Pareil, bah, de toute façon, les abysses et les fonds marins, dès qu'on atteint plusieurs milliers de mètres de profondeur, on connaît pas tout encore hein, sur tout ce qui peuple. Non, puis j'imagine que c'est pas facile à atteindre, puisque complètement. Les plongeurs, eux, déjà, j'ai vu une émission sur un plongeur qui s'appelait Shaw, qui avait voulu descendre dans une caverne pour récupérer le cadavre d'un prédécesseur, et il est mort en le récupérant, simplement parce que... Ah ouais parce qu'à 250 mètres de profondeur, c'est la moindre bêtise, de décompression, bah oui. C'est foutu, quoi. Le type qui le suivait a dû remonter quand il a vu que sa montre avait pété sous la pression. Donc les plongeurs, déjà, ils peuvent pas descendre très très bas. Ensuite, bah, les sous-marins, bah, c'est pareil, ils ont des limitations aussi. Donc je comprends qu'on on a du mal quand même à observer les fonds marins, on ne connaît pas tout encore, effectivement. Bon, de là à penser qu'il y a un mégalodon qui traîne quelque part, peut-être pas. mais c'est vrai que il faut laisser les gens rêver. Mais bon. C'est ça. Plutôt cauchemarder que rêver. Oui. Bon, il y en a que ça fait rêver, hein, mais c'est vrai que ça fait cauchemarder quand même. Et alors, les espèces halophiles peuplent les mers salées. Oui. Et les mers salées, on nous dit Adrien, bah, comme par exemple la mer morte, qui est très salée. Très bien. Je crois qu'on m'entend encore un petit peu dans ton retour, fais attention. Et je voulais du coup passer à un autre type de bestiole. Alors est-ce que je vais retrouver
je vais y arriver. Elles sont, je sais pas pourquoi, c'est dans l'ordre dans mon dossier, mais c'est pas dans l'ordre sur le viewer, c'est bizarre. Voilà. On reste autour de Jupiter, mais cette fois-ci, on va passer à un autre enfer. On va passer de l'enfer froid et sombre à l'enfer hyper lumineux et hyper brûlant, qui est Io. Io, voilà. Une lune qui est un poil plus petite que la Lune, je crois. Laissez-moi voir exactement. Elle a un diamètre de 3600 km. Et la Lune, c'est quoi? C'est 2400, ouais, même un peu plus grosse que la Lune. C'est Europe qui est un peu plus petite que la Lune. Je crois que c'est ça. Bon, de toute façon, c'est plus ou moins la même chose. C'est Ganymède qui est la plus grosse, Callisto et les deux autres qui sont à peu près comme la Lune. Et donc, Io est plus proche de Jupiter encore que Europa. Io se trouve à 421 800 km de Jupiter et Europa à 671 100 km de Jupiter. Donc ça veut dire qu'il subit les effets de marée de Jupiter encore plus fortement. Donc la face proche de Jupiter va être attirée plus que la face éloignée et donc ça va s'élonger comme un ballon de rugby. Alors c'est un ballon de rugby très, très sphérique quand même, on ne voit pas à l'œil nu non plus. Mais il n'y a pas de glace sur Io, c'est de la roche en fait. Et ce qu'on voit à la surface, tous les petits points, ce sont des volcans. Des volcans qui n'ont pas le temps de grandir, qu'ils sont déjà en éruption. Et alors, je ne sais pas si sur cette image-là on le voit, mais on a même pu y trouver des lacs de lave en activité, donc des points brillants à la surface. On a pu voir également des volcans cracher leur contenu, principalement du dioxyde de soufre, qui donne cette couleur jaune à Io. On appelle d'ailleurs la pizza entre astronomes, puisque ça ressemble beaucoup à une pizza 3 fromages. Voilà, et donc Adrien nous dit une petite pizza céleste. Et Maël nous dit et on y trouve de l'acide sulfurique aussi en surface. Tu me parles de Europe, c'est ça? Oui, Europe, acide sulfurique en surface, et c'est du sel de magnésium et de sodium. D'accord. Donc du sel de table et du sel de magnésium. Saturne compte 62 satellites, 53 ont été bien confirmés. Les 9 autres sont encore d'attente de validation. Donc pour l'instant, c'est Jupiter qui gagne. Voilà, Team Jupiter. Si vous êtes de la Team Jupiter, c'est Jupiter qui gagne. Et du coup, est-ce qu'il existe des organismes sur Terre qui mangent du soufre? Alors j'avais vu, j'ai pas approfondi, mais il y a par exemple dans le parc du Yellowstone des micro-organismes qui vivent dans les lacs. Hein, Est-ce que j'ai une image de ces lacs jaune fluo qu'on connaît bien. Et donc on appelle ça aussi il y a tous les organismes vivants dans les environnements acides, c'est des acidophiles du coup. Et j'ai découvert une petite, qu'il y a une colonie de bactéries unicellulaires extrémophiles qui s'appellent les snotites. Et elles sont assez rigolotes à voir parce qu'en fait, elles s'appellent les snotites parce qu'elles font comme les stalactites. Ça forme un peu des concrétions tombantes sur les voûtes en fait des grottes. Et voilà, et elles ont... Oui, excuse-moi, je me parlais toute seule. Les snotites, je vais vous les montrer du coup. Et je voulais d'abord vous montrer le lac, je sais pas si ça va marcher. Attendez, hop. Voilà, est-ce que vous le voyez? Non, ça n'apparaît pas. Il faut que je trouve une solution pour ces trucs-là. Voilà, c'est bon. Donc ça, c'est les fameux lacs du Yellowstone dont tu nous parlais. Donc Yellowstone, c'est un super volcan à moitié endormi, mais pas vraiment. Et donc qui crache régulièrement comme ça du soufre par des petites cavités avec de l'eau dedans. Et donc tu dis qu'il y a des bestioles qui vivent là-dedans. Ouais, il y a des micro-organismes. Après, j'ai pas. Mais je crois que la bactérie qu'on a vue tout à l'heure dans les fumeurs noirs mange du soufre aussi. Mange du soufre et donc pas d'oxygène, mais du soufre. Quoi. Oui, parce qu'en fait, les bactéries, ces bactéries, elles tirent leur énergie de, en fait, ce qu'on appelle la chimiosynthèse, et du coup, de composer du soufre d'origine volcanique, et c'est comme ça qu'elles produisent du coup leur énergie. Donc les snotites fonctionnent comme ça, et elles sont rigolotes à voir, comme je disais, si vous avez l'occasion de pouvoir voir des petites images, de voir ces espèces de petites concrétions qui tombent, et on en a découvert au Mexique. Voilà, et d'ailleurs, il y avait eu un scientifique qui avait dit qu'on pouvait fantasmer sur la vie sur Mars pourrait ressembler à ce genre de choses dans des grottes ou comme dans Minecraft. Qui pourrait être cachées sous la surface de Mars en fait. Comme dans Minecraft, ils avaient fait une extension avec ça. Et donc ça, ce qu'on voit là, c'est une seule bactérie à chaque fois?
Non, c'est des colonies en fait. Ah, De ce que d'accord. j'ai pu comprendre, c'est des colonies de bactéries en fait. D'accord. Puisque j'ai en tête le blob dont tu as fait une vidéo d'ailleurs. Alors le blob, c'était quoi? C'était une colonie ou c'est une seule cellule? Non, c'est une seule cellule. C'est pour ça que D'accord. Cellule c'est macroscopique assez du coup. fascinant. C'est que c'est une seule cellule, mais qui mesure. Ça peut être immense un blob en fait. Déjà, c'est une cellule visible à l'œil nu. Et on en a retrouvé, je crois, dans des forêts qui faisaient plusieurs kilomètres carrés en fait. D'accord. Ça peut être très très grand. Donc en Donc fait, leurs pour une organelles, cellule, c'est c'est nos très organes à grand. nous, quoi. Leurs organelles, C'est ça. c'est comme nos organes à nous, finalement. C'est ça. Ça. Et Euh, ça, le blob, c'est complètement. C'est vraiment un organisme fascinant. Puis il arrive à s'organiser pour réfléchir, enfin plus ou moins. C'est ça. Et Pas on trop a Audrey anthropomorphisé, mais... Dusautour qui est là-dessus, qui est la spécialiste du blob en France et travaille dessus, qui arrive à étudier leur comportement, elle leur fait faire des labyrinthes, etc. C'est complètement dingue comme organisme. Et ça se déplace presque à l'œil nu. Moi, j'ai réussi à en élever un pendant le premier confinement. Ça m'a beaucoup Chacun son occupée. activité. Voilà, élève des blobs pendant ton confinement. Voilà, c'était mon activité. Et vraiment, tu peux presque le voir respirer parce qu'il pour se déplacer, il se gonfle, il se dégonfle et c'est hallucinant. Renseignez-vous sur cette bestiole parce que vous allez halluciner. On dirait presque des stalactites, en fait, ces bactéries-là. Oui, c'est ça. Et en fait, ça s'appelle des snotites et ça vient du mot snot, qui est un mot d'argot anglais qui signifie la morve. Je n'osais pas le dire, mais c'est vrai que ça y fait C'est ça. penser quand même. C'est ça. Et du coup, snot est tite de stalactite et ça fait la snotite, tout simplement. D'accord. Les scientifiques sont rigolos. Voilà. Alors, on a des gens qui nous parlent dans le chat. On a INS Vidéo qui nous dit techniquement chaque bloc de glace des anneaux de Saturne sont des satellites. C'est vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs, petite anecdote tant qu'on y est, puisqu'on est là pour faire des digressions également. Du coup, ce que je fais maintenant pour éviter d'avoir les problèmes d'image, c'est que les j'ouvre une par une. C'est plus sûr. Hop, je vais vous montrer du coup Saturne. Voilà. Donc Saturne effectivement a des anneaux, donc on a combien? J'ai déjà oublié, 62 satellites et des anneaux, les anneaux qui sont constitués de petites particules de glace de quelques micromètres à quelques mètres, peut-être quelques dizaines de mètres de diamètre, je ne sais pas quelle est la taille maximale, mais il y en a une. Il y en a une qui a été démontrée, pas que sur Saturne, hein, partout ailleurs aussi, hein, qui s'appelle la limite de Roche. Roche avec un grand R, puisque c'est Monsieur Roche qui l'a trouvé. Ah. Et oui, c'est un aptonyme. C'est comme une psychologue qui s'appellerait Madame Barjot ou un boucher qui s'appellerait Monsieur Viande. C'est tout à fait pareil. J'ai mis longtemps à m'en rendre compte d'ailleurs, parce que j'écrivais limite de Roche avec un petit R, puisqu'en fait c'est la limite en deçà de laquelle eh bien, l'élongation en forme de ballon de rugby due à la force de marée fait éclater le corps en question. Donc si on est trop lourd, enfin trop massif et trop proche du corps parent, eh bien on éclate. Et actuellement, je crois qu'il y a encore un débat, le consensus scientifique n'est pas encore atteint sur la formation des anneaux de Saturne. On pense qu'ils ne sont... l'hypothèse 1, c'est qu'ils sont transitoires et qu'ils ne sont pas là depuis longtemps. Et l'hypothèse 2, c'est qu'ils sont permanents et qu'ils sont là depuis le début. Soit c'est donc des lunes qui ont éclaté, car trop proches de Saturne et qui ont formé ces anneaux. Elles se seraient déplacées là par interaction avec les autres lunes, c'est comme ça qu'on change d'orbite. Et soit, en fait, c'est simplement des lunes qui ne se sont pas formées, puisqu'à cette distance-là, on ne peut pas dépasser une certaine taille. Donc voilà, on ne sait pas encore si les anneaux sont plus récents ou plus anciens. On va régulièrement passer des études qui vont dans un sens ou dans l'autre. Je ne sais pas si ça a été élucidé pour l'instant. Et des anneaux comme ça, on en trouve autour d'autres planètes, on en trouve autour de Jupiter, qui sont très fins. On ne les voit pas à l'œil nu, on en trouve autour d'Uranus, qu'on peut voir sur les photos faites par Voyager, on en trouve autour de Neptune, qui ont été observés par Voyager 2, mais qui ont également été observés avant par occultation stellaire, c'est-à-dire qu'on voyait Neptune passer devant des étoiles lointaines, et on voyait les anneaux masquer les étoiles avant et après que Neptune ait masqué les étoiles. On a trouvé des anneaux autour d'un petit astéroïde qui est un type qu'on appelle un centaure. C'est un astéroïde qui est fait de glace et qui se comporte un peu comme une comète, mais pas tout à fait. Donc on sent qu'il y a de l'activité, mais ça ne fait pas une queue comme une comète. Et il s'appelle Chariclo, et il y a des anneaux autour. Des anneaux de débris transitoires, du coup, dus à des collisions probablement. Et vous savez peut-être que la sonde New Horizons est arrivée à Pluton en 2015.
à toute berzingue, à 52 000 km/h, sans s'arrêter. C'était ça où il fallait 10 ans de plus pour le voyage. Déjà 9 ans, c'était long. Et durant ma thèse, j'ai travaillé, par exemple, sur la question qui était, est-ce que Pluton a des anneaux et est-ce qu'on va se les tamponner en arrivant à 52 000 km/h? Puisqu'on devait traverser le plan équatorial de Pluton. Pluton a 5 satellites, donc potentiellement des collisions et donc potentiellement des anneaux transitoires. Fort heureusement, par occultation stellaire, on ne les a pas trouvés, et sur place non plus, mais ça aurait pu. Maël qui est également médiateur au planétarium, nous dit que Oméa possède aussi des anneaux, et Oméa d'ailleurs est intéressant puisque c'est un... J'ai essayé de vous trouver la vue d'artiste, tant qu'on y est. Alors, Oméa, il est intéressant puisqu'il a justement une forme allongée, mais pour d'autres raisons. On a repéré à sa surface, on ne peut pas repérer grand chose de plus puisqu'on n'arrive pas à avoir d'image proprement dite, on ne peut que mesurer la lumière qu'il nous envoie. Que je le mette dans le bon dossier, sinon ça ne marchera pas. 2 petites secondes. Voilà. Donc on a pu mesurer du coup sa lumière à mesure qu'il tourne sur lui-même et se rendre compte qu'un côté était plus lumineux que l'autre. C'est à peu près tout ce qu'on peut faire sans avoir d'image proprement dite. Et ça voudrait dire qu'il y aurait eu un impact qui aurait été... qui aurait atteint du coup, si je l'ouvre pas ça marche pas, voilà, qui aurait du coup frappé cet objet, l'aurait fait tourner très vite et l'aurait allongé. Force d'inertie centrifuge, quand vous tournez très très vite, vous êtes atterré sur les côtés. Même principe ici, ça a beau être fait de glace et de roche, avec une grande force, vous pouvez déformer comme ça un objet. Voilà, donc on a Adrien qui vous donne plus d'infos sur Oméa. Il y a des vidéos qui dit « Je vais me coucher moins bête, je ne savais pas que ça venait de Monsieur Roche ». Eh bien si, ça vient de Monsieur Roche. Il y a d'autres astrophysiciens qui ont des noms comme ça, qui peuvent... C'est assez rigolo, ça s'appelle un aptonyme. C'est François Morel sur une interview à la radio qui m'avait appris ce mot, parce que il faisait des chroniques comme ça, et j'avais appris le mot aptonyme. Et c'est vrai que c'est assez rigolo, on en croise souvent. Voilà pour ce que je pouvais dire sur Saturne. Est-ce qu'il y a encore des bébêtes dont tu voudrais parler, Marie, de ton côté? Et puis après, on parlera un petit peu de ce que tu fais sur ta chaîne. Oui, est-ce qu'on a parlé de Mars? On l'a évoqué rapidement, mais on peut y retourner si tu veux. Ouais, parce que je crois qu'on n'a pas parlé de la bactérie la plus résistante au monde. Alors attends. Oui, et je voulais quand même en parler. Avec un nom assez à coucher dehors. Oui, Deinococcus radiodurans. Alors, nous voici sur Mars et Deinococcus radiodurans. Vas-y, je t'en prie, commence à en parler pendant que je la cherche. Ouais, c'est... Alors ça, pour le coup, c'est vraiment l'organisme qui est surnommé, du coup, la bactérie la plus résistante au monde. Elle est résistante aux UV, aux radiations, au vide, les milieux acides, le peroxyde d'hydrogène, la chaleur extrême, le froid extrême et le dessèchement. Donc là, vraiment, on est sur de la bactérie de l'ultra extrême. Elle est radio-résistante, je crois, 1500, 3000 fois la tolérance humaine. Et elle est juste hallucinante. Et en fait, elle a la capacité à réparer son génome. Et souvent, on la voit bien sur Mars parce qu'elle est tellement résistante qu'on fantasme qu'on pourrait carrément l'emmener sur Mars. C'est en effet la bactérie dont Adrien nous parlait un peu plus tôt. Il avait mis les infos, donc si ça vous intéresse, remontez un petit peu le fil et vous trouverez le lien qu'Adrien vous a donné. Donc ouais, c'est une bactérie qui se répare toute seule. C'est vrai que le problème des radiations, c'est pas tant de recevoir des petites particules, c'est que ça casse notre ADN. Exactement. Alors c'est bien pour l'évolution, ça fait un petit peu plus de mutations aléatoires et ça fait partir l'évolution. C'est bien sur des millions d'années, sur plusieurs générations. Par contre, sur un individu, c'est pas cool. Non, c'est pas top. Et notamment notre problème de l'espèce humaine, entre autres, c'est la sénescence, c'est le vieillissement des cellules qui font des erreurs à chaque multiplication. Qui peuvent mener à des cancers d'ailleurs, et puis les télomères. Les télomères, ce sont ces bouts d'ADN sur les chromosomes qui permettent aux cellules de se diviser, et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et il y a des organismes comme ça qui arrivent à se régénérer, dont celle-ci. Ouais. Alors, est-ce que c'est de la science-fiction d'adapter ça à l'espèce humaine? Je ne sais pas. Je ne sais pas où on en est actuellement. Je ne sais pas si on en est là, mais en tout cas, voilà, comme je t'ai dit, c'est toujours le principe de la science-fiction, c'est que ça fait rêver et ça ouvre tellement de portes sur l'imaginaire qu'on a envie de fantasmer un tas de trucs.
Bah déjà, même en termes de science-fiction, je pense que la vie qu'on a aujourd'hui, c'est déjà la science-fiction par rapport au siècle dernier. On a quand même gagné des dizaines d'années d'expérience de vie avec la médecine. On arrive à être en bonne santé jusqu'à assez tard quand même, donc c'est vrai qu'on y est en fait dans la science-fiction, on se rend pas compte, mais on est déjà dans la science-fiction des années précédentes. Moi j'ai des bouts qui sont pas naturels dans mon corps, j'ai du plastique, comme plein de gens, donc déjà, en fait, on a déjà des cyborgs, on a déjà commencé. Ouais, Euh, complètement. on a Adrien qui nous parle d'aptonyme. On a effectivement la définition d'un aptonyme. C'est quand vous avez un nom qui est en rapport avec votre activité, que ce soit un métier, une passion, quelque chose comme ceci. Euh, je connais un chirurgien qui s'appelle Monsieur Boucher, mais il est très gentil et très compétent, par exemple. C'est rigolo. C'est rigolo. Quand j'habitais, c'était quoi? C'était dans mon, pas cet appartement-là, mais les deux précédents. J'avais vu effectivement dans la rue une psychologue qui s'appelait Madame Barjot. C'est rigolo. Ah, pas mal. C'est pas mal, ça donne envie d'y aller. Voilà, c'est très, très important. On a Jojo6375 qui nous dit Superman existe, c'est juste qu'il est microscopique. Ouais, c'est exactement C'est ça. ça. On pourrait faire mais vraiment, et je crois que c'est Sébastien Carassou qui avait fait un post là-dessus il y a pas très longtemps sur Twitter en disant ce qui manque à ce monde, c'est un Pixar dans le monde des micro-organismes parce que vraiment il y a un truc vraiment fou à exploiter finalement quoi, sous nos yeux entre guillemets. Donc on peut pas vraiment voir, mais il y a des organismes qui ont des capacités juste hallucinantes. Eh ben écoutez, Pixar, si vous nous regardez, faites un film qui s'appelle Le Voilà. Blob. Ou Super Tardigrade, je ne sais pas. Oui, alors sur YouTube, il y a une série d'ailleurs, regardez, parce que c'est génial, il y a une espèce de petite série de dessins animés qui s'appelle Captain Tardigrade. Et c'est un espèce de c'est un tardigrade avec une cape de super-héros et qui résiste à tout. Et souvent, bah, il se bat jamais avec les méchants parce qu'en fait, il est quasiment immortel et c'est hyper drôle. C'est vraiment trop marrant. Oui, donc en fait, c'est ce qu'on appelle en jeu de rôle un gros bill, c'est-à-dire un personnage qui est tellement fort, qui est tellement amélioré qu'il ne peut plus du tout combattre. Ouais, un peu Enfin, comme One on Punch Man, peut quoi. plus le battre en fait, c'est ça. Et en C'est général, ça. on arrête la partie quand on est à ce stade-là, puisque ça n'est plus drôle. Alors, je te propose de faire juste avant la transition vers ta chaîne, qu'on regarde une bestiole qu'on avait répertoriée mais qu'on n'a pas montrée. C'est je me souviens plus du nom, mais il y a Enfer dedans. Je me souviens plus. Ah, Attends, alors que c'est je te le mette. Bacillus Infernus. C'est ça, Bacillus Infernus. Ouais, donc Je sais encore pas si je vais un. arriver à le retenir celui-là. Mais voici. Bah, Infernus, tout de suite, ça nous donne un indice sur ses conditions extrêmes de vie. Mais Bacillus Infernus, en fait, on l'a trouvé dans des profondeurs enfouies dans le sol. Et la première fois qu'elle a été isolée, c'était en Virginie et à une profondeur d'environ 2700 mètres. Donc sous terre. Sous terre, sachant que le plus profond trou qui a été fait sur Terre, c'est les Russes qui l'ont fait à 12 km de profondeur. Ouais. Je sais plus où est-ce qu'il a été fait. Tu te souviens où est-ce qu'il a été fait ce trou? Je sais plus. Non. Mais ils ont eu un problème, c'est qu'à force de creuser, les roches sont devenues très chaudes et très visqueuses. Et en fait, Ah ouais. on peut pas creuser très profondément dans la Terre. Bah, c'est pas mal, 12 km. C'est pas mal, c'est pas mal. Et en parlant aussi de trous dans la terre, mais alors cette fois-ci dans la glace, le lac Baïkal, qui est assez connu, couvert d'une épaisseur assez importante de glace. Donc pareil, c'est des Russes qui ont creusé jusqu'au lac, et il s'est posé la question, bien sûr, de est-ce qu'on creuse jusqu'au lac pour voir ce qu'il y a dedans ou pas, sachant que au-delà des conditions, des questions éthiques, d'écologie, etc., des opinions qu'on peut avoir philosophiques ou pas sur ce sujet, il y a l'éthique scientifique en termes de, comment dire, de praticité, puisque si vous voulez étudier un organisme qui a connu rien d'autre que lui-même pendant des milliards d'années, ou des millions d'années, eh ben, faut pas ajouter vos mains pleines de gras dedans, parce que sinon, bah, vous allez vous détecter vous-même. Contamination. Voilà, tout à fait. Et donc, eh ben, il y a eu je sais pas ce qu'ils ont fait finalement, mais je crois qu'ils ont fini par casser la glace. Je crois qu'ils ont trouvé des petites crevettes à l'intérieur. Mais c'est aussi une question qui se pose dans l'espace, puisque toutes les sondes spatiales qui vont sur Mars sont stérilisées. Puisque pareil, on cherche de la vie sur Mars et... Ouais, il faudrait pas l'introduire nous-mêmes. Bah voilà, on a déjà eu une fausse alerte avec Viking 2 qui a détecté plus ou moins quelque chose, mais on n'est pas sûr. Alors peut-être qu'il s'est détecté lui-même, du coup, je ne sais pas. Voilà, il faut faire attention. On a déjà mis des tardigrades sur la Lune. Alors en soi, c'est pas grave. Il y a pas, on dérange personne en fait. On tue pas des gens en faisant ça. C'est pas comme si on mettait
un bassin de déchets nucléaires, un bidon de déchets nucléaires dans le jardin de quelqu'un, mais on risque de polluer en termes scientifiques, c'est-à-dire de mettre des choses qui n'étaient pas là avant, et de fausser les mesures. Donc il faut faire quand même attention à ça. Voilà ce que je voulais dire par rapport aux contaminations. C'est Baïkal ou Vostok? Ah, je crois que c'est Vostok, tout à fait. Vostok, c'est ça. Vostok en Antarctique. J'avais confondu les deux. Le plus long trou creusé, nous dit Explorazov, c'était dans l'extrême ouest de la Russie, le forage profond de Kola. Et vous avez pas mal de vidéos qui ont été faites dessus, de vulgarisateurs. Je sais plus si c'est Vissos ou Veritasium qui avait fait ça, mais c'était assez impressionnant. Voilà pour toutes les petites bêtes qu'on voulait vous présenter, les différents lieux dans le système solaire qu'on voulait vous montrer. Donc tout ce qu'on connaît dans le système solaire actuellement est assez infernal. Les endroits qui sont les plus prometteurs, ce serait sous la surface de Mars, avec tous les exemples que vous a donné Marie. Vous voyez qu'il peut y avoir moyen de trouver quelque chose. On a trouvé des lacs d'eau salée sous le pôle sud de Mars par radar. Récemment, il y a eu une confirmation de ça d'ailleurs. On pense que l'eau de Mars, du coup, s'est réfugiée dans le sous-sol en partie. Et à part ça, sinon il y a les océans glacés d'Europe, de Titan, de Pluton même, on pense qu'il y en a un aussi là-dessous. D'ailleurs je vais vous montrer Pluton, comme ça vous allez voir pourquoi je dis ça. Hop, Pluton que voici, propriété, hop, voilà. Pluton, alors je reprends la liste et on revient à Pluton après. Donc Europe, Ganymède, Callisto, Triton autour de Neptune, Titan et Encelade autour de Saturne, et enfin Pluton. Tous ces petits mondes-là, on pense qu'il y a de l'eau liquide sous la surface, si ce n'est un océan au moins des mers ou quelques lacs, pour différentes raisons, principalement des raisons de force de marée. Alors Pluton, je ne sais pas si on a résolu le pourquoi du comment, mais Pluton a une grosse lune autour de lui. Moi c'est ce que je vois comme ça, mais il faudrait que j'étudie plus la question pour savoir pourquoi. Mais on se rend compte que sur la surface de Pluton, il y a des cratères, bien sûr, donc surface vieille, et on a aussi une surface toute lisse ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais grossir un petit peu, voilà. Et qui dit surface toute lisse avec des fissures, dit surface en mouvement et qui recouvre des terrains plus anciens et qui les érode. Et donc on a là des plaques de glace, d'azote, de méthane et d'eau qui sont en mouvement, avec des montagnes de glace autour, et donc qui dit mouvement dit activité par-dessous. Donc on pense que peut-être qu'il y aurait également là-bas un océan d'eau liquide. Qu'est-ce qu'on lui dit dans le chat? Et pour Vostok, il me semble qu'ils n'ont officiellement pas percé. D'accord. Mais des contaminations dues à des fuites sont suspectées. Et du coup, ça va être une grande question, parce que pour percer, il faudra avoir un truc complètement stérile, et je ne sais pas si c'est possible. J'imagine qu'ils se posent la question, ça m'intrigue, donc si vous avez des informations là-dessus, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo, hein, tout simplement, qui sera sur YouTube, sur la chaîne YouTube du Planétarium dans quelques temps. Adrien nous dit que le trou le plus profond, c'était 12 262 mètres. C'est énorme. Et donc là, les roches commençaient à être visqueuses, et c'était un peu compliqué de... Donc on n'est pas prêt de creuser un trou qui traverse la Terre. Non. Mais si on y arrivait, ça serait l'attraction... de fête foraine la plus géniale au monde, puisque si vous sautez dedans, en fait, vous allez être attiré par la gravité de la Terre, donc accéléré, parce qu'il y a 99,9% de la masse de la Terre qui serait sous vous, et à mesure que vous tombez, eh bien, la proportion entre ce qui est dessous et ce qui est dessus change, et vous allez traverser le centre de la Terre, et arriver de l'autre côté, vous n'allez pas sortir de l'autre côté, puisque vous allez de nouveau être attiré par tout le reste qui est de nouveau derrière vous, et vous allez repartir dans l'autre sens, et puis jusqu'à osciller autour du centre de la Terre. Alors par contre, pour vous repêcher, c'est compliqué, mais ça peut faire un saut élastique assez intéressant. Oui, je te laisserai passer devant moi, du coup. C'est ça, c'est un vol en avion inversé. Ouais, voilà, je crois qu'il y a, sans compter le manteau et le noyau, du coup, seulement un tiers de la... Attends, qu'est-ce que tu dis, Maël, du coup? Un tiers de la croûte terrestre? Ah oui, d'accord, oui. Le trou, c'est un tiers de la croûte terrestre seulement. En Antarctique, ils ne peuvent creuser en une fois, et pour maintenir le trou ouvert entre deux saisons, ils remplissent d'huile. Il est globalement impossible de ne pas contaminer le lac s'il perce. Ah, d'accord. Oui, donc ça pose des problèmes pour aller voir ce qu'il y a sous Europe. Effectivement. Après, il y a le vide autour de Europe, ça peut peut-être aider, je ne sais pas. En tout cas, il y a une mission qui s'appelle JUICE, je crois, JUICE en anglais, J-U-I-C-E, qui est prévu pour aller visiter non pas la surface d'Europe, mais l'orbite d'Europe, je crois, puis d'autres lunes de Jupiter. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle part, cette mission, mais c'est dans les cartons.
Explore Azov, mais vous serez disloqué, cramé et sûrement d'autres choses depuis un bon moment avant d'arriver au centre. Bah bien sûr, forcément. C'est comme dans Interstellar, hein, quand il passe près du trou noir, bien avant d'arriver, il aurait été cramé par les rayons X du disque d'accrétion, et il aurait été spaghettifié en arrivant avec ses pieds qui auraient été carrément beaucoup plus attirés que sa tête, et donc plus vite. C'est une poupée dans le rugby, là, c'est spaghettifié. J'adore ce mot spaghettifié, c'est vraiment... C'est ça. Donc effectivement, c'est de la science-fiction, mais c'est intéressant la science-fiction parce que ça permet d'étudier un paramètre en fixant les autres. Bien sûr, effectivement, on aurait d'autres problèmes. Ce sont les pressions internes de la glace qui font que tout trou de plus de 60 mètres se referme tout seul. D'accord. Donc en plus, il y a les mouvements de glace qui font que... D'accord. Très bien. Juice sera lancé en 2022... Enfin, Juice, si je dis à la française, c'est bizarre, sera lancé en 2022 par un lanceur Ariane. D'accord. Problème se poserait de la même façon sur Europe, nous dit NS Vidéo. Bah après, ça dépend parce que, ouais, il y a aussi le vide autour qui pourrait aider peut-être à tuer les petites bestioles qu'on amènerait avec nous. Peut-être qu'il y aurait que les machins Infernum. Je me souviens plus du nom, désolé. Ah, Bacillus Infernus. Bacillus Infernus, voilà. Peut-être que ceux-là survivraient autour du matériel de forage, mais peut-être pas tout. Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de nos petites bébêtes et du coup, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ton travail sur YouTube, peut-être de l'histoire de ta chaîne, que tu présentes un petit peu ta chaîne qui s'appelle La Boîte à Curiosité. Et pour t'aider, puisque tu m'as donné ton accord tout à l'heure, on avait le droit d'en parler, et ben... Je te propose de partir de cette image que voici. Hop. Voilà. Je pense que celle-là, elle est... Attends, je la vois pas encore. Tu la vois pas encore? Voilà. Non. Voilà, est-ce que tu l'as? C'est moi. Ouais. Donc, comme elle nous disait, elle est aussi artiste de profession et c'est le petit plus de sa chaîne, du coup, elle se déguise dans le sujet du jour, donc je te laisse nous en parler un petit peu. C'est ça. Bah, en fait, sur ma chaîne, j'ai un format qui s'appelle Elle est pas belle la nature, qui parle d'espèces ou de capacités, qui fait un focus sur une ou plusieurs capacités d'un animal ou d'un organisme vivant. Et ce que j'aime bien faire, du coup, c'est illustrer mon propos par des séquences humoristiques où je fabrique le costume 100% avec des matériaux recyclés. Donc, généralement, c'est vraiment du cosplay. Low cost. 100% recyclé, on n'est pas sur du cosplay de luxe du tout, mais ça pousse le trait d'humour encore plus loin. Et pour rentrer dans la peau du personnage et donner des informations autres que par un face caméra. Voilà, j'aime vraiment bien axer ma chaîne en fait autour du fait de diffuser de l'information par de l'humour ou des choses visuelles, des costumes. Et il y a aussi des formats où je fais des maquettes, où je construis. Je suis quelqu'un d'ultra manuel et ultra dans l'art et j'ai toujours beaucoup travaillé sur l'art et la science. Et je trouve que c'est totalement compatible et parlant. Et du coup, voilà, je m'éclate vraiment là-dedans. Donc là, j'incarne un tardigrade avec... j'ai fabriqué ça avec du papier craft et des sacs d'aspirateur. Ah, c'est pas bête, effectivement. Et voilà, j'explique aussi la cryptobiose, donc l'état de dissécation extrême dont je vous parlais tout à l'heure, en le mettant en boule, en le faisant un peu souffrir. Mais est-ce que ça a des yeux, un tardigrade? Parce que je vois que tu as mis des trous pour les yeux. Bah oui, parce que moi, il faut que je vois la caméra. Donc tu n'es pas un vrai tardigrade. Voilà, c'est ça. Non, mais de toute façon, mes costumes sont toujours approximatifs, mais ça aide quand même à se plonger dans l'univers et ça permet de montrer des choses quand même assez folles. Et j'aime bien essayer aussi de me dire que je mets pas trop d'images. Finalement, c'est vrai que dans la vulgarisation, parfois, on colle une image ou une photo sur la vidéo et parfois, je me dis, bon, imagine que tu peux pas utiliser cette image, comment tu pourrais le représenter sans image? Est-ce que tu fais un dessin? Est-ce que tu fais un costume? Est-ce que tu mets une couleur? J'aime vraiment ce double langage en fait, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et ça parle aussi aux enfants. Oui. Même si j'ai un peu un humour caustique, en fait, j'ai été étonnée de voir beaucoup d'enfants, de parents venir me parler et me dire que voilà, peut-être sans comprendre le propos parfois, parce que je rentre parfois dans des mots techniques. Il y a des enfants qui comprennent des choses. On pourrait enlever le son qu'en fait juste avec l'image ou des choses que je mime ou par exemple je parle de l'araignée pan et de la danse qu'elle fait, donc je danse comme l'araignée pan. En fait, on comprend. Et c'est cette compréhension visuelle que je trouve chouette. Tout à fait. On fait ça aussi. Adrien peut en témoigner. On fait ça aussi sur nos labos au planétarium, notamment le labo gravité où on a une toile tendue qui fait l'espace et on joue avec des billes et des boules de pétanque. Ah, c'est génial.
On part de gros mots comme principe d'inertie, action-réaction, principe fondamental de la dynamique, relativité générale. Et puis en fait, les gens comprennent assez vite puisqu'on met l'exemple avec les petites billes. Donc on leur dit, bah voilà, satellisez-moi cette bille autour de la boule de pétanque. Et ils finissent par comprendre assez vite. Ouais, Effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est un moyen de contourner les blocages des gens. Et complètement. c'est très très bien que tu fasses ça. Du coup, c'est quelque chose que peut-être tous les médiateurs et médiatrices n'ont pas le cran de faire parce que se déguiser, il faut quand même y aller. Et moi, je sais plus. Pourtant, c'est Ouais. vrai que quand j'ai lancé ça, j'étais pas du tout. Je suis pas comédienne, je suis pas quelqu'un qui était habitué à la caméra de base, mais c'est vrai que parfois, je pense que le costume, c'était un peu une protection aussi pour commencer. C'est un de mes premiers formats et se dire qu'on incarne un personnage aussi, ça rassure, je pense, devant la caméra. Et finalement, c'est quand je suis costumée que j'arrive à être la plus folle parce qu'à la fois, j'ai un peu ce déguisement qui me permet d'être dans la peau de quelqu'un d'autre. Et c'est un peu une triche aussi, je pense, au fond de moi. Bah, tu l'as perfectionné puisque c'est une triche assumée et ça a l'air de bien marcher, donc c'est ça qui compte. Maintenant, ça va mieux, oui. Chaque personne qui comme ça travaille en public a ses trucs hein, pour s'en sortir. Effectivement, j'ai déjà souvent entendu le coup de se mettre dans un personnage. Moi, je me décentre en fait, je me vois faire et comme c'est mon sujet, bah en fait, je laisse sortir et puis j'essaie d'oublier qu'en fait c'est, enfin, il y a des gens en face, mais du coup, je les vois comme des comment dire, des besoins en fait. Des besoins d'information, donc je donne, et moins comme des personnes qui vont être méchantes avec moi. Et du coup, ce décentrement m'aide, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs techniques C'est bien. différentes. Je fais des blagues aussi. Voilà. Pierre, par exemple, il fait son show. Je sais pas si tu as déjà vu Pierre parler dans des vidéos, mais il fait son show, vraiment. C'est vraiment. Adrien, il est très pédagogue et il parle assez fort et il est très, comment dire, très présent en fait sur scène. Enfin, sur scène, sur la scène du planétarium. Voilà, on a toutes et tous des façons différentes de faire. Et c'est chouette. Et du coup, tu faisais quoi comme projet Art et Sciences avant d'aller sur YouTube? J'ai travaillé, en fait, j'ai fait 5 ans d'études supérieures dans une école de métiers d'art. Mhm. Et je me suis spécifiée dans tout ce qui est décors architecturaux. Donc, ça va concerner les décors, par exemple, pour le théâtre ou pour le cinéma, ou faire des accessoires pour la télé ou pour la pub. J'ai fait des choses pour des décors pour des vitrines, par exemple, comme Chanel ou ce genre de choses. Donc, D'accord. j'étais vraiment dans ce métier-là. Maintenant, j'ai mis un pied dans la vulgarisation scientifique parce qu'au final, mon thème de mémoire, donc c'était l'art et la science. Et Mhm. par exemple, quand j'ai fait mes stages d'études, je suis partie au Muséum d'histoire naturelle. Donc c'était complètement D'accord. compatible. Finalement, je suis allée notamment j'ai fait 2 stages. J'en ai fait un dans l'atelier de moulage et de sculpture de la Grande Galerie de l'Évolution, donc là où en fait ils fabriquent des spécimens, où ils les réparent, etc. Et j'ai fait un deuxième stage dans l'atelier de dégagement et de moulage, encore une fois, de paléontologie. Donc j'ai D'accord. travaillé sur des spécimens de dinosaures pour les mouler, les représenter en résine, etc. Donc comme quoi il y a vraiment une application. L'art et la science sont vraiment complémentaires et c'est vrai Tout à qu'au fait. début je me disais oh là là j'arriverai jamais à pallier les deux et en fait vraiment c'est presque essentiel parfois quoi. Donc Ouais, c'est essentiel pour faire passer des informations. Après, il y a toujours la limite, c'est-à-dire tant que l'esthétique ne dénature pas les données, on tout s'en à fait. sort. Tant qu'on reste là-dedans, l'art contribue à la science et inversement. Et après, il y a aussi la partie art et science qui est de l'art qui s'inspire de la science. Et ça, c'est Oui, tout à fait. une Là il autre y a de branche du domaine. l'interprétation. En fait, Ouais, il y a la partie l'art qui s'inspire de la science pour l'art et la partie de la science qui se sert de l'art pour transmettre l'information. c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a un peu les deux domaines. Et notamment Oui avec ton oui mais costume, c'est plutôt voilà. la science qui s'inspire de l'art. Oui là c'est de l'interprétation libre. Mais voilà par exemple au Muséum d'histoire naturelle c'est vrai que là je sais pas si on peut parler d'art mais en tout cas c'est quand on fait du moulage c'est issu de métiers d'art, Tout hein. à fait. C'est des techniques d'artisans presque. Et Parce notamment que quand il y a des taxidermies qui bah, sont mal faites, ça se voit tout de suite. oui, ça c'est rigolo. Mais par exemple, dans l'atelier de paléontologie, en fait, ce qui se passe, c'est que quand ils reçoivent des spécimens, ou je sais pas, en Afrique, ils vont trouver un nouveau fossile de dinosaure, ils vont les ramener en bloc. Dans l'atelier, on va les dégager à la main. Mhm. Et une fois qu'ils sont bien dégagés, il y a un truc super important à faire, c'est d'en faire des moules et d'en faire des tirages en résine pour 2 raisons. Parce que parfois,
il peut casser un fossile, il peut tomber, il peut y avoir plein de choses qui se passent qui font que en fait, ils vont être altérés. Donc le fait de les mouler et d'en faire des tirages en résine, ça les fige définitivement dans le temps parce que ça fait une empreinte hyper fidèle. Et on peut les envoyer ou les prêter à des scientifiques qui ont besoin d'étudier un os sans envoyer l'original en donnant une réplique en résine ou ce genre de choses. Il y a plein de métiers en fait manuels qui sont indispensables pour ce genre de choses. C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours, hein. Ne serait-ce quand vous visitez un musée, il y a les scénographes qui entrent en jeu. Mais j'ai souvent vu des gens qui venaient au planétarium pour nous dire « Mais du coup, c'est quoi votre métier ?» Comme si on était étudiant, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a plein de petites mains, plein de métiers, comment dire, qui gravitent autour de la science, qui ne sont pas forcément des métiers de scientifiques. Au planétarium, nous, on a des diplômes scientifiques, mais on ne fait pas un métier de recherche. Au planétarium, on fait autre chose, on fait de la médiation. Il y a effectivement des artistes qui travaillent avec la science. Il y a régulièrement des artistes qui viennent travailler au planétarium sous le dôme pour faire des spectacles, notamment dans l'opération Tous Numérique qui devrait arriver bientôt. Et puis, il y a aussi tout un tas de par exemple, c'est Pierre qui m'en parlait, Pierre, mon collègue Pierre Henriquet, ou Astro-Pierre sur Twitter, il me disait qu'il y a un chaudronnier qui s'occupe de faire les réceptacles pour les miroirs du VLT, enfin ce genre de choses. Enfin, vous pouvez en fait tout à fait atteindre l'astronomie ou d'autres sciences, on parlera de la biologie après, oui, c'est ça, en fait. Par d'autres moyens en fait. Vous n'êtes pas obligé de faire la fac, Bac+8, etc. Ces vidéos qu'on fait avec le planétarium là sont aussi un moyen de parler des parcours différents des gens qui sont pas forcément chercheurs. Et donc du coup ton parcours est intéressant puisqu'on voit quelqu'un qui vient de l'art et sciences atypique. Et qui fait maintenant de la vulgaire en biologie. Alors pourquoi la biologie ? Alors ça, c'est vraiment un truc depuis que je suis petite qui me fascine. Je pense qu'avant d'avoir des jouets, j'ai eu des microscopes. C'est un truc c'est vraiment un truc d'enfant. Je sais pas vraiment d'où ça vient, mais on va dire que je crois que ça a commencé par un microscope. C'est vraiment très bête et je me suis mise à observer plein de choses différentes, des feuilles. Je ramassais à peu près tout ce que je trouvais, les lots dans les vases pour voir les paramécies et tout. Et en fait, je me suis dit, mais il y a un nombre incalculable de choses qu'on peut découvrir si on est un petit peu curieux. Et c'est pour ça que ma chaîne s'appelle La Boîte à Curiosité, parce que je parle plus souvent de curiosité que de science pure. Juste pour dire qu'en fait, juste avec une étincelle de curiosité, on peut découvrir déjà beaucoup de choses sans forcément tomber dans de la science ultra spécifique. Et voilà, ça part de là. Et en fait, en étant curieuse depuis petite, j'ai accumulé quand même, et puis je bouquinais, etc. Et comme je disais, mes études étaient artistiques, mais en même temps avec un pied dans la science. Et j'ai commencé quand même à avoir une culture scientifique un petit peu dense. Et au bout d'un moment, je me suis dit que ça me plairait justement, pas que de faire de l'art ou de l'écriture toute seule et d'en faire une chaîne YouTube, mais forcément, comme je ne suis pas spécialiste ou je ne suis pas chercheur, tous les épisodes que je crée, je les fais relire ou je fais mes recherches avec des spécialistes. Toujours à 100 000, 300 000%, ils sont relus. J'ai fait un épisode sur le blob, c'est Audrey Dussotur qui l'a relu. Donc c'est super important aussi de se dire que quand on n'est pas spécialiste, on ne sait pas tout, et d'aller toujours retourner à la source pour vérifier ses infos, etc. Ça, c'est super important. De toute façon, ne pas tout savoir, c'est avoir conscience qu'on ne sait pas tout, ça va de pair avec la curiosité vraie, hein. C'est-à-dire pas la curiosité malsaine où on veut connaître la vie des gens, où on veut prouver qu'ils ont tort. Non, la curiosité vraie, c'est-à-dire se dire que je connais ça, mais plus j'apprends, plus je me rends compte que il y a des choses qui sont fausses, qu'on me dit, et il y a des choses qui sont fantômes, comme dit le monsieur de la tronche en biais, une autre chaîne YouTube. C'est que il y a des ghost news, et des choses que vous ne saurez jamais, qu'on ne vous présentera jamais, et que vous aurez jamais d'intérêt pour, et pourtant elles sont là, ces choses, vous les connaissez pas. Et avant de dire je sais ça, j'en suis sûr, il faut être sûr que vous n'avez pas... Et donc c'est vrai que quand on fait de la vulgarisation, même quand on est chercheur, hein, moi je suis doctrice en astrophysique, je ne fais toute seule que les choses qui concernent ce sujet. Et encore une partie de l'astronomie seulement. Pour d'autres, je suis obligé d'aller faire de la recherche en biblio et demander à d'autres chercheurs ou d'autres personnes, effectivement. Donc, tu vois, même les gens qui ont fait des études de sciences, ils sont obligés de faire ça aussi. Et je trouve que c'est très bien que des gens comme toi, qui sont passionnés, mais pas forcément scientifiques de formation, fassent des vidéos, puisque ça permet, comme tu dis, d'attiser la curiosité, sans forcément aller dans les conférences ultra top niveau. C'est ça, j'aime bien après aussi quand la science est ultra accessible à tous. C'est vrai que quand on était petit, on parle souvent de C'est pas sorcier, mais
C'est pas sorcier, bon, ça rentrait pas dans des détails extrêmes, mais en même temps, ça suffisait comme format pour peut-être même, j'en sais rien, susciter des vocations sur des sujets. En fait, Ouais. c'était ultra passionnant. On découvrait des choses complètement folles sur plein de choses, la vie sur Terre, sur la géologie, sur l'histoire, et je suis sûre que ça a donné des vocations Bah, c'est sûr. ça a suscité des vocations chez plein de gens. Et je trouve ça bien aussi l'aspect très grand public de la Oui. vulgarisation. Et j'essaye aussi de tendre un petit peu vers ça parce que je trouve que c'est chouette d'avoir des ponts entre la science et le grand public. Et récemment d'ailleurs, parce que j'ai oublié d'en parler, mais maintenant je travaille avec le CNRS pour Zest de Science, qui est leur chaîne de vulgarisation. Oui. Je fais en fait la même chose que sur ma chaîne. Je travaille avec des chercheurs du CNRS qui ont fait des recherches sur tel ou tel sujet. Et j'écris et je présente les épisodes de cette chaîne-là. Et qui est assez grand public finalement. C'est de la vulgarisation, mais assez grand public. C'est chouette. Donc ça montre vraiment, voilà, vous pouvez faire de la vulgarisation en venant d'un autre Complètement. domaine que la science. Moi, j'ai connu des gens qui venaient du domaine de l'histoire aussi, qui ont fait de la vulgarisation en astronomie. Donc une autre science carrément. Là, c'est possible aussi. Des philosophes, des psychologues. Voilà, vous pouvez vraiment. Enfin, il suffit d'être curieux et d'être rigoureux, rigoureuse, comme tu fais toi, Exactement. c'est-à-dire d'aller se dire, ok, ça je sais pas, il faut que j'aille demander. C'est ça le plus important en fait. Et ça veut dire que vous ne savez pas. Vous verrez que dans les lives, il y a plein de moments où je dis, bah, comme j'ai dû le dire aussi aujourd'hui, ça je sais pas. Parce que quand on commence à raconter des choses qu'on ne sait pas, après, on s'en sort plus quoi. C'est ça. Ça commence à être compliqué. Et tu as Non, même et puis travaillé. Oui, je t'écoute. Pardon, non, et puis c'est super parce qu'en fait, à chaque fois que je travaille, par exemple, on avait fait un épisode avec Pierre Kerner sur le Simotoa exigua, qui est un petit parasite de poisson. Mhm. Et en fait, je lui posais des questions, entre guillemets, bêtes de personnes non averties sur le sujet. Et du coup, ça lui faisait lui-même se poser des questions. Du coup, il m'en posait d'autres. Et en fait, on était dans une émulsion de découverte qui était super chouette. Donc, c'est vraiment bien aussi de ne pas rester tout seul dans son truc à se dire, bon, bah ça, c'est bon, je l'ai lu. Donc, ça permet de vérifier les infos. Mais ça permet aussi d'avoir une émulsion d'idées et de découvertes. À chaque fois que j'écris un épisode avec quelqu'un, je me retrouve à découvrir des choses et je me dis, bon, alors là, j'ai 10 autres sujets pour 10 prochaines vidéos parce que j'ai découvert trop de trucs et c'est ça que j'adore dans le fait aussi de collaborer avec des spécialistes. C'est juste génial, quoi. À ce propos, je regarde un peu dans le chat, on avait tout à l'heure, je vous ai pas oublié, hein, Christine Astronomeur qui disait, cool par contre, le costume de Snowtite. Ça risque d'être un peu triste. Alors, si tu nous fais une vidéo sur les Snowtites, moi ça m'intéresse, hein, je la regarderai. Par contre, on veut le costume de Snowtite avec. Hein. Ouais, ça va être. C'est pas très vif et c'est pas très dynamique comme organisme, par contre. Donc, avec du slime peut-être. Ouais, un truc un peu gluant, qu'il faudrait que je me colle au plafond et que je tombe et que je coule du plafond. Je vais étudier, merci beaucoup en tout cas, Christine, pour cette suggestion. Tu as l'Oscar des meilleurs costumes de la part de Jojo6375. Merci. Tu as Adrien du Planétarium qui te dit Marie, future costumière pour Hollywood. Ok, mes costumières du recyclage alors, parce que j'essaye vraiment de récupérer à 100% des cartons. J'ai ma voisine, à chaque fois que maintenant que ma voisine a des cartons, elle m'appelle, elle me dit oui, tu veux que je te garde les cartons, je les mets devant ta porte, hein, c'est ça? Je fais oui, voilà, tout à fait. Je récupère tout le carton de mon immeuble pour en faire des costumes et j'essaye vraiment de recycler des trucs que j'ai déjà à la maison parce que je trouve ça rigolo en fait. Il y en a que tu as gardé comme ça en fétiche que tu ne détruiras pas? Ah oui, non mais alors quasiment tous, c'est horrible. J'ai un attachement pour ces costumes. J'arrive pas du tout à les détruire. Et d'ailleurs, quand Pierre Kerner est venu tourner son épisode à la maison, je lui avais fabriqué une espèce de grande tête de poisson. Et il est reparti avec et il l'a mis dans son salon. Ça me fait beaucoup trop rire. Je lui en parlerai la prochaine fois puisque Pierre Kerner va venir dans 2 semaines pour nous parler des parasites, justement. Ouais. On va rester dans les petites bestioles. On a cherché, comme avec toi, un lien entre son domaine et l'astronomie. On s'est dit, mais en fait, il y a plein de films de science-fiction avec des parasites qui bouffent les humains de diverses manières. Et on fera une session avec, par exemple, écoute, voilà, Alien qui sort du ventre. Est-ce qu'il y a des bestioles comme ça sur Terre qui existent? Et oui, ça existe. Il y a des champignons qui sortent de la tête des fourmis. Enfin, il y a des choses comme ça. Donc, on fera une session sur les parasites avec lui. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore dans le chat? On a INS Vidéo qui nous dit « Pour avoir visité un musée qui avait fait manifestement l'impasse sur la scénographie cet été, on se rend compte à quel point c'est important quand ce n'est pas là. » C'est souvent le cas. C'est souvent le cas, les choses qu'on ne connaît pas, on se rend compte quand elles ne sont pas là.
et quand elles sont là après. Et on s'est dit, ah oui, en fait, t'avais raison, c'était important. En fait, c'est pas mal. Oui, c'est ça. Jamie et Fred, toute une époque, nous dit Adrien. Eh bien, on a Jamie qui fait le monde de Jamie qui est sur YouTube, et on a Fred qui est à l'Esprit Sorcier, d'autres collègues de vulgarisation qu'on peut trouver sur Internet. Donc ils continuent, mais chacun de leur côté. Les conférences au planétarium, c'est top aussi, vivement qu'on puisse à nouveau en refaire. Jojo 63-75. Alors ça dépend d'un autre petit parasite bien embêtant qui s'appelle le coronavirus de la maladie Covid-19. Et ça, pour l'instant, J'ai pas fait d'épisode encore dessus. Ça me déprime. Peut-être tu le feras après, du coup. Je sais pas. Ouais, voilà. Plus tard. Jojo 63-75, même si c'est parfois ardu, les neutrinos, j'ai pas tout compris. Ah, mais en fait, les conférences et même les sessions comme aujourd'hui sont faites pour que tout le monde s'y retrouve. Comme on disait avec Marie tout à l'heure, on fait du ludique avec des costumes ou des jeux pour faire passer les notions, mais il faut savoir que dans le grand public, il y a de tout. Même ici, dans le live, il y a des enfants, des fois, qui viennent. Il faut qu'on puisse parler à tout le monde, donc on fait en sorte que, je sais pas comment tu fais toi, mais qu'il y a des notions un petit peu différents niveaux pour que chacun s'y retrouve, en fait. Ouais, les enfants comprennent et que les vieux ne s'ennuient pas trop. Voilà, tout simplement. On attend Marie, merci pour la bonne humeur. Bah du coup voilà, ils t'attendent. Hein. Donc voilà, tu as un défi déguisement de Snowtite. Voilà. Allez, c'est parti, je note. Jojo veut aussi que tu fasses un déguisement de Snowtite. Anne Bonne nous dit c'est très agréable pour moi, votre enthousiasme est communicatif. Merci à toutes les deux. Merci. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on a raconté? Ou sur des choses sur lesquelles aurait pu travailler Marie, allez-y, profitez-en. Je sais que j'ai quelques secondes de décalage avec vous, donc j'attends un petit peu. Et en attendant, je veux juste vous rappeler du coup ce qui va se passer ensuite. Alors, je n'ai pas en tête l'intervenant ou intervenante de lundi avec Pierre, mais ce sera un chercheur ou une chercheuse. Mercredi, ce sera du Kerbal Space Programme avec Pierre, donc vous allez faire décoller des fusées. Je ne sais pas jusqu'où il compte aller avec, mais j'imagine que ça va faire boum plusieurs fois. Et vendredi prochain, on aura Sébastien Carassou et Étienne Ledollet de Le Sense of Wonder, que apparemment Marie tu connais assez bien aussi. Oui, j'adore Sébastien. On va parler des apports mutuels de la science-fiction et de l'astronomie. Je vous donne un exemple. Par exemple, eh bien, il y a, ça fait un pléonasme, mais c'est pas grave. On a par exemple Arthur, mais ça fait trop d'exemples. Arthur Clarke qui a plus ou moins en même temps que des chercheurs russes inventé le concept de l'ascenseur spatial, qui est très compliqué à réaliser, mais qui est aujourd'hui étudié notamment à partir de la Lune, puisqu'à partir de la Terre, c'est très difficile à cause de la gravité de la Terre. Mais voilà, vous avez un exemple de lien qu'il peut y avoir entre l'astronomie et la science-fiction. Puis également, si vous allez dans Star Wars, par exemple, vous avez des planètes autour d'une étoile, ben ça, vous savez très bien que ça vient de l'astronomie. Voilà, donc on fera ça la semaine prochaine. Et la semaine d'après, on verra du coup les parasites avec Pierre Kerner. Oui. Ensuite, on devrait avoir le Bizarreum, Juliette, qui devrait nous faire une session, alors j'ai pas encore la date, mais sur comment dater des pierres tombales avec l'astronomie. On peut relier tous les thèmes, c'est tout à fait possible. Mais oui, c'est incroyable, c'est vraiment chouette. Et je vais essayer de le faire d'ailleurs un peu plus sur ma chaîne. Je vais essayer de faire des collaborations avec des thématiques qui n'ont rien à voir, et je prévois de faire vraiment des collabs avec que ça soit des gens qui travaillent sur l'art ou sur l'astronomie ou quoi. Mais en fait, c'est ça, on peut vraiment tout relier quand on cherche. Et une fois de plus, ça, c'est les merveilles de la curiosité. Et c'est comme ça on trouve un lien à tout. Ouais. C'est comme ça qu'on trouve de nouvelles choses. Si tu veux faire un live Lego, création de planètes en Lego, je sais pas. Voilà. Non, mais on peut tout faire. On peut tout faire. Christine Astronomère nous dit, on est complémentaires, j'ai fait de la vulgarisation en astronomie, d'accord, je ne savais pas. Jojo qui est contente que le Sense of Wonder arrive. Et Anbot qui nous dit incroyable pour les tombes. Et bien écoutez, est-ce que si vous avez des questions encore, on peut les prendre. Et puis sinon, bah écoute, on va commencer à conclure, je pense. On a une question. Non, je fais la vulgaire d'astronomie aussi. Par contre, mon métier, c'est la recherche polaire, banquise. Ah d'accord, c'est pour ça que INS Vidéo avait des choses à nous dire sur le lac Vostok et pas Baïkal. Voilà, tout à fait. Et bien du coup, je demanderai à Pierre Kerner ce qu'il pense des monstres tentaculaires qui se trouvent sous la glace chez HP Lovecraft. Voilà. Et bien écoutez, si tu as quelque chose à dire encore, Marie, est-ce que tu veux rajouter des choses?
Non, c'est bon. Bah, moi, je voulais déjà te remercier d'avoir pensé à moi parce que c'est justement en faisant des liens entre toutes les disciplines qu'on peut parler de sujets un peu comme ça. Enfin, moi, j'ai trouvé ça incroyable. En fait, tu m'as appris beaucoup de choses et on s'est appris des choses C'était le mutuellement et le but. chat nous a appris des choses et c'est juste, comme d'habitude, une émulsion de découverte et d'enrichissement qui est géniale. Donc, merci d'avoir pensé à moi, Bah, ça m'a merci beaucoup à touchée. toi, j'ai appris plein de choses aussi, hein. Le but c'était ça, c'était qu'on mette nos deux sujets sur la table et qu'on voit ce qu'il y a entre les deux, et c'était ça l'idée. Ouais, trop bien. Le duo gagnant, Marie et Camille, un grand merci à vous deux. Bah écoute, faut qu'on remette ça, apparemment. Écoutez, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à suivre la chaîne du Planétarium pour avoir du coup les infos plus rapidement. N'hésitez pas à suivre le Twitter du Planétarium. Je crois que c'est... Attendez que je me souvienne. Adrien, est-ce que tu as comme ça sous la main le Twitter du Planétarium? Je sais plus que c'est Planétarium VV tout attaché. Voilà, n'hésitez pas à suivre le Twitter du Planétarium pour avoir toutes les infos. La chaîne YouTube, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais vous tapez Planétarium sur votre navigateur, Planétarium vidéo YouTube, et vous la trouverez. Et enfin, je vais vous partager ma fenêtre YouTube pour que vous puissiez voir la chaîne de notre invité, puisque c'est aussi le but d'une telle session, c'est de faire un peu de pub pour Marie. Ici, voilà. Je vais juste, voilà, comme ceci. La boîte à curiosité. Alors, est-ce que tu as une adresse écrite, ou est-ce que c'est encore des chiffres, des numéros, tout ça? Est-ce que c'est quoi ton login, ton pseudo Sur YouTube? Ouais. Est-ce que si on Non, tape la boîte à curiosité tout court, ça doit se trouver normalement ouais, directement la boîte à curiosité, ou sinon l'adresse c'est youtube.com/la boîte à Voilà, curiosité, tout c'est tout attaché à fait. aussi, Bah ça voilà, Adrien vient de le mettre. Et donc, n'hésitez pas à venir voir. Il y a des choses sur le martinet noir, sur l'ornithorynque, qui est donc Ouais. venimeux et fluorescent. Le pangolin. Ah bah tu vois, t'as fait un truc sur le Covid en fait. Ouais, bon, alors, plus ou moins, mais c'était important d'en parler parce que, mine de rien, le pangolin, il a été sous les projecteurs d'un coup. Donc, j'ai travaillé aussi avec Tania Louis sur Oui. sur cet épisode, qui est virologue et qui m'a aidé justement à comprendre la notion de zoonose, comment les virus Oui. pouvaient se passer d'un animal à l'homme, etc. Donc, c'était la bonne occasion d'en parler. On a aussi la baudroie abyssale, donc pour reprendre un petit peu ce qu'on a vu, les tardigrades, et puis d'autres choses. Voilà, j'ai vraiment regardé les premières qui étaient là. Donc, allez la voir, allez regarder les vidéos, allez regarder ses costumes. Voilà, t'as même fait un costume de baudroie abyssale, magnifique. Ouais, c'est trop mon préféré. Il est trop Et bien. bien voilà, écoutez, je vous dis moi à vendredi prochain. C'est Pierre qui sera avec vous lundi et mercredi, et la semaine d'après ce sera moi le mercredi et le vendredi. Voilà. Et bien écoutez, à bientôt, puis j'espère au planétarium quand nous rouvrirons. À bientôt tout le Merci monde. pour tout, bonne soirée.